Bonjour à tous. C'est à situation exceptionnelle, une formation exceptionnelle, dans des conditions exceptionnelles, à l'intention des professeurs de sciences de la vie et de la terre, de l'Académie d'Amiens et des adhérents de la PBG, que nous vous invitons. Philippe et moi, Philippe Carozone, IPR, IA, et moi, vice-présidente de la PBG, vice-présidente nationale de la PBG, nous avons l'honneur d'accueillir en votre nom, à défaut de votre nombreuse présence, le professeur Michael Nassila, professeur des universités à l'université de Picardie-Jules Verne en faculté de pharmacie, université de Picardie-Jules Verne d'Amiens, directeur de recherche à l'INSERM, directeur du GRAP, c'est-à-dire du groupe de recherche en alcoolologie et en pharmacodépendance, président de la Société française d'alcoolologie, et le docteur Bernard Angerville qui nous rejoindra tout à l'heure. Bernard Angerville est médecin psychiatre, addictologue et docteur en neurosciences. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, c'est passé d'une jauge présentielle très réduite à que du distanciel. Nous nous permettons donc de les remercier à nouveau en votre nom, même si nous aurions été tous très heureux de nous retrouver ensemble pour partager physiquement, comme tous les ans. Soyez assurés que cette journée restera marquée dans nos mémoires, tant par le contexte que par sa qualité. Je remercie également l'équipe technique de la Société Vers de Terre Production, déplacée par David Boudot, secrétaire national de la PBG, Madame la proviseure du lycée Robert de Luzarches, mon ex-lycée, mes collègues ici présents, c'est-à-dire Baptiste, Véronique et puis Aline, qui sont là notamment pour donner un petit peu de chaleur humaine à cette formation. Voilà. Écoutez, bonne formation et à bientôt peut-être. Voilà. Je cède la parole au professeur Nassila. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui et je remercie Madame Annick Boulanger de son invitation à venir échanger avec vous sur une thématique très importante, je dirais, du point de vue de la physiologie. Ça va être tout l'enjeu de ce que je vais vous raconter pendant plusieurs heures aujourd'hui. Parce que je suis professeur de physiologie et c'est quand Madame Boulanger m'a posé la question d'une intervention sur le stress que j'ai dit oui tout de suite, bien évidemment. Mais je me suis rendu compte que dans la physiologie, le stress n'est pas un cours à part entière finalement. On parle beaucoup du stress dans l'enseignement sur l'endocrinologie, puisqu'on va voir ensemble que un des plus beaux exemples de régulation ici neuro-hormonale est quelque chose d'intégré, puisque c'est quelque chose qui va impacter tout l'organisme, eh bien, apparaît dans des cours comme ça à différents endroits dans l'enseignement de physiologie, mais ne fait pas l'objet d'un cours à proprement dit. Et je pense qu'effectivement, il faut réfléchir à un enseignement spécifique, puisque bien évidemment, il y a la physiologie classique, ce sera un petit peu ce que je vais vous présenter, parce qu'on ne peut pas parler du stress sans connaître les bases vraiment de régulation du stress. À quoi sert le stress? On verra que c'est une réponse tout à fait physiologique, finalement. On pense au stress comme quelque chose de très négatif, mais c'est ce qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Et donc finalement, et avec tous les nouveaux enjeux, parce que vous allez voir que c'est assez primaire comme fonction physiologique, eh bien on va voir qu'il y a des nouveaux enjeux, notamment des risques psychosociaux, etc. Et on verra que finalement, c'est peut-être pas un système qui est très adapté aux nouveaux types de stress auxquels on est confronté. Alors comment dirais-je? Donc moi je suis enseignant de physiologie, mais je dirige aussi un groupe de recherche sur l'alcool. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en biologie, on ne peut pas ne pas s'intéresser au stress, puisqu'on verra que ça impacte toutes les grandes fonctions. Et nous, dans les addictions à proprement parler, je donnerai cet exemple-là à la fin, on étudie beaucoup le stress dans mon laboratoire, parce que le stress, dans les addictions, c'est quelque chose qui va faciliter la consommation de drogue, qui va intervenir dans le maintien des consommations de drogue, et quelque chose d'important aussi, dans la rechute. Le stress est un facteur important dans la rechute à reconsommer des drogues. Donc je vais vous montrer à quel point les récepteurs qui sont impliqués dans le stress sont également dans les structures du cerveau qui jouent un rôle dans les addictions.
Et puis aussi quelque chose qui nous intéresse beaucoup, je ne vais pas trop l'aborder, mais je sais que vous, dans les classes, vous parlez, c'est ton programme, je pense, tout ce qui est plasticité synaptique et mémoire, puisque le stress va déclencher des processus d'apprentissage et de mémorisation, et on parle de plasticité synaptique. Et c'est vraiment un exemple phare dans le stress, c'est l'impact sur une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Et on sait à quel point, c'est étudié depuis très longtemps, mais on étudie encore beaucoup ces mécanismes. Le stress va changer la transmission neuronale, la forme des neurones dans cette région cérébrale qui s'appelle l'hippocampe et qui est impliquée dans la mémoire. Et donc là encore, par les mêmes mécanismes par lesquels les drogues également modifient notre comportement, ça passe par des processus de mémorisation. Et en fait, c'est vraiment un point commun. On ne retrouve pas, par exemple, ça dans la dépression ou autre. Il y a vraiment des phénomènes de plasticité qui vont être communs entre les addictions et le stress. Voilà un petit peu alors pour l'introduction sur... vous dire que c'est l'introduction de l'introduction pour vous dire que c'est effectivement le stress, c'est très finalement transdisciplinaire, ici du point de vue de la physiologie, ça impacte tout et c'est très important. C'est un bel exemple finalement. Vous verrez, j'ai repris vraiment les bases. Il y a à chaque fois des beaux exemples qui permettent d'utiliser le stress comme des moyens aussi d'apprentissage d'autres fonctions. Alors bien évidemment, on verra une des particularités, c'est qu'on touche ici à la fois le cerveau, donc il y a des régulations neuronales et puis des régulations hormonales. Et une particularité, c'est qu'on a des hormones stéroïdes, donc c'est particulier puisque vous apprenez aux élèves bien évidemment la transmission de l'information, la communication cellulaire avec des molécules qui vont notamment atteindre des hormones qui peuvent atteindre des récepteurs membranaires, mais là c'est particulier avec les hormones stéroïdes puisqu'elles traversent la membrane, se fixent à des récepteurs qui vont aller modifier l'expression des gènes. Donc c'est un petit peu particulier. Et puis évidemment aussi le stress, comme j'ai dit tout à l'heure, on en parle beaucoup dans l'endocrinologie, dans les régulations hormonales. Et l'exemple phare, et pourquoi on parle du stress souvent, c'est parce que ce sont aussi des beaux exemples de boucles de rétrocontrôle. Donc vous avez un organe qui va produire finalement une molécule, mais cet organe va lui-même être sensible aux molécules qu'il produit. Et en général, ce sont des boucles de régulation négative. Donc ça, ce sont des bels exemples. Parle des hormones qu'il produit lui-même ou d'autres hormones, d'autres molécules auxquelles il va être sensible et on va avoir des boucles de régulation comme ça négatives. Ce sont des très beaux exemples de régulation du point de vue de la physiologie. Alors, autre chose pour terminer l'introduction de l'introduction, je dirais quand même que je pense que le stress, il y a deux beaux exemples qui permettent la survie de l'espèce et l'adaptation, c'est quand même le stress. On va voir que sans stress, sans stress, enfin le stress, oui, vous verrez, le stress c'est la vie, et l'adaptation au stress c'est la vie. Il y a deux beaux exemples, c'est vraiment, du point de vue évolutif, c'est la réponse physiologique du stress, et je dirais également un autre moyen de s'adapter au niveau d'une même génération, ce sont des phénomènes épigénétiques. Je pense que vous avez aussi abordé cette nouvelle notion, hein. Il y a eu le dogme il y a quelques années de la génétique, mais maintenant on a l'épigénétique, c'est-à-dire que sur une même génération, finalement, on peut s'adapter à l'environnement en exprimant des gènes parce que on va être sensible à notre environnement et la manière de s'adapter, ce n'est pas d'attendre la génération d'après, et ça se passe bien souvent avec des mutations, d'autres organismes mutent beaucoup pour s'adapter à la génération suivante, et bien en fait l'épigénétique, c'est un moyen vraiment de modifier, et on s'est aperçu que dans le développement, embryologique ou le développement des organismes, c'est des étapes importantes où ces phénomènes épigénétiques ont lieu pour finalement bien réguler temporellement l'expression de certains gènes et donc un développement de l'organisme harmonieux. Donc vraiment voilà, deux exemples que je vais donner, c'est vraiment le stress, on va le voir aujourd'hui, c'est l'objet de la formation, et puis également ces phénomènes épigénétiques. Alors l'introduction, donc alors c'est vrai que le stress c'est un mot plutôt anglo-saxon qui veut dire contrainte, et on va voir que c'est toute une cascade de mécanismes. On va s'adapter justement à une contrainte qui vont permettre à un organisme de s'adapter à ces contraintes environnementales. Et l'environnement, alors là c'est bien la problématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pense tout de suite au stress initialement, comme on le présente dans toutes les introductions sur l'axe du stress, c'est un stress physique, la peur, l'angoisse déclenchée par un stimulus qui doit déclencher très rapidement une réponse.
mais c'est l'environnement au sens large, donc le contexte, l'environnement social maintenant et même psychologique. C'était un petit peu ce que je voulais dire en introduction. On est soumis maintenant à des stress dits psychosociaux, voilà, d'un nouveau type, qui font aussi qu'on va voir l'axe du stress s'adapte. Et en s'adaptant, c'est plutôt pour nous faire du bien, mais on va voir que s'il s'adapte au-delà de certaines échelles physiologiques, eh bien c'est plutôt mal adaptatif et ça va être impliqué dans beaucoup de pathologies. Donc ça, c'est vraiment aussi énorme. Ce sera vraiment un gros message important à retenir aujourd'hui, c'est que on va voir que le stress également va être malheureusement impliqué dans de très nombreuses pathologies. Alors c'est vrai que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ici une connotation assez négative, hein, mais on a moins l'habitude, mais il faut voir ça comme ça finalement, de penser que cette contrainte va induire des réactions d'adaptation positives, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc le stress est essentiel, je vais vous le montrer, puisque on ne pourra pas survivre à certaines contraintes s'il n'y a pas cette réaction au stress. Et tout va donc se jouer dans une balance entre des mécanismes délétères et ceux qui vont permettre donc à un organisme de s'adapter de manière positive et pérenne à une pression environnementale négative. Hein. J'emploie plusieurs mots parce que le vocabulaire est important pour amener à la notion ici de résilience que vous connaissez bien. C'est passé maintenant, je pense, dans le vocabulaire courant. On parle tous de résilience. Donc c'est cette capacité finalement à s'adapter et à ne pas présenter de symptômes de pathologie, mais de faire face finalement à une pression ici environnementale au sens large. Alors on va voir ici que cet équilibre, il va être assuré par un grand nombre de médiateurs. Une des particularités du stress, c'est qu'on a à la fois des hormones, des molécules chimiques. Ça passe par des adaptations génétiques, je l'ai dit tout à l'heure, les hormones stéroïdes, ça modifie beaucoup l'expression des gènes. Et en fonction, alors c'est ça qu'il faut bien voir aussi, on va voir que c'est une réponse stéréotypée, mais on va voir que le stress, on ne va pas tous réagir de la même manière. Donc tout ça, ça va dépendre de facteurs individuels. Et qui dit facteurs individuels, dit facteurs génétiques. Donc chacun va avoir sa propre capacité d'adaptation, de résilience. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des facteurs de vulnérabilité. Alors il va falloir trouver ce qu'on appelle une homéostasie. Je vais revenir beaucoup là-dessus. C'est vraiment toute la biologie, la physiologie. Quand on s'intéresse aux grandes fonctions et à l'organisme, tout passe par l'homéostasie. Et j'invite vraiment tous les enseignants à commencer leur cours finalement par bien expliquer ce qu'est l'homéostasie, l'interaction entre les grandes fonctions. Parce que finalement, un des premiers réseaux sociaux sur Terre, c'est un organisme pluricellulaire et avec des organes. Hein, c'est vraiment un réseau social. Tous nos organes communiquent entre eux de manière rapide ou prolongée. Tout ça, il faut que ça fonctionne de manière harmonieuse. Et donc, je pense qu'on n'a pas à l'esprit à quel point on a une communication importante, une adaptation qui va nécessiter une synchronisation, une harmonisation de réponse entre différents organes. Et l'homéostasie, donc, c'est pas simplement qu'un paramètre. On a tendance à s'intéresser à la pression artérielle ou à l'osmolalité ou la concentration de certaines molécules ou que sais-je, énormément d'exemples en biologie, mais c'est un ensemble, il faut voir ça comme un ensemble. Alors justement, il va falloir que la réponse soit harmonieuse pour pouvoir lutter, et même finalement l'idée ici, c'est de pouvoir faire face et de s'adapter définitivement à un événement stressant, de passer le cap et de pouvoir s'adapter. On verra que ce n'est pas toujours le cas. Alors donc c'est beaucoup plus complexe, le stress physiologique, c'est vrai qu'on peut regarder une petite réaction physiologique, mais il faut penser ça dans une dimension, justement, quelque chose de multidimensionnel. C'est à la fois quelque chose de social, émotionnel, psychique, cognitif, somatique, biologique et cérébral. Donc vous voyez que l'interaction finalement d'un organisme dans son environnement, c'est vraiment sous toutes ces dimensions-là qu'il faut l'aborder. Et le concept de stress, finalement, c'est difficile à définir, le concept de stress, mais on peut regarder par ses conséquences et s'apercevoir que finalement le stress, c'est aussi un concept biologique, et on verra à la fin de mon intervention que finalement, comment on peut apprécier le stress? Eh bien, en regardant les perturbations biologiques. Et vous verrez qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait. Si on veut voir à quel stress est soumis un individu, finalement, on peut regarder par les perturbations biologiques. Ça va être un index, finalement,
de perturbation ou d'adaptation à son environnement. Donc voilà, il n'y a pas de stress, c'est finalement ce qui le caractérise aussi, hein, il n'y a pas de stress sans manifestation biologique, et c'est finalement ces manifestations biologiques qui peuvent attester de la présence d'un stress. Concept intégratif, comme je l'ai dit, on mobilise, on va voir, c'est assez impressionnant, hein, on mobilise l'organisme dans son entièreté pour répondre à la fois physiologiquement, mais aussi c'est adapter nos comportements. Hein. D'accord ? On veut empêcher une perturbation biologique, mais également pouvoir jouer sur le comportement. La réponse va dépendre de l'individu et de l'environnement, je l'ai dit. Chose également, concept à bien comprendre, c'est qu'il va y avoir deux étapes, et il y a deux étapes clés, et à ne pas confondre, c'est le stress, tout ce qui peut se passer en stress aigu, mais également après un stress chronique, et on va voir que ce n'est pas du tout les mêmes enjeux une fois que le stress chronique s'est installé. Les manifestations pathologiques vont être variées justement après un stress chronique. On verra que les perturbations peuvent être telles qu'on peut avoir beaucoup de pathologies. Ça peut être cardiovasculaire, ça peut être métabolique, ça peut être cérébral. Donc c'est en ça que le stress va intéresser finalement toutes les différentes disciplines de la biologie et de la médecine. Et puis c'est donc complexe puisqu'on va à la fois du chimique au psychique et inversement. Et donc là c'est vrai que quand on fait ce type d'enseignement sur le stress, c'est important, il faut aller jusqu'à des mécanismes cellulaires, génétiques, jusqu'à des perturbations de fonction d'organes, jusqu'à la perturbation du comportement. Alors, un petit peu d'histoire, parce que c'est toujours, à mon avis, important de rappeler des contextes généraux, hein, pour que les élèves, les étudiants comprennent bien de quelles fonctions, de quelles adaptations on parle, et puis aussi du point de vue des concepts et de l'évolution et de l'histoire, replacer un petit peu. Alors j'aime bien ça, hein, parce que vous allez voir que finalement on va remonter doucement au concept d'homéostasie et d'harmonie. Donc alors, le stress c'est quelque chose qui apparaît au XXe siècle, hein, parce que, comment dirais-je, les hormones, notamment on verra ACTH ou autres, ont été découvertes dans les années 50, et puis les mécanismes cellulaires, etc., ont été précisés plutôt dans les années 80. Donc finalement, c'est pas si ancien que ça, hein. Mais ce concept d'adaptation au milieu extérieur, il est très ancien, puisque les Grecs nous parlaient déjà de la santé comme quelque chose qui a trait à un concept d'équilibre, de stabilité de l'existence et de l'harmonie entre un être et son environnement. Donc ça, c'est intéressant. Et on nous disait aussi que s'il y a des contraintes menaçantes, eh bien, des forces contraires vont les contrebalancer et permettre de s'ajuster aux événements émotionnels. Hein, déjà, on savait que la notion émotionnelle, la dimension émotionnelle joue un rôle important pour améliorer la qualité de vie. Donc ça, c'est une définition qui est vraiment parfaite et qui amène même à une théorie actuellement dans certaines pathologies, notamment celle que je connais bien, qui est l'addiction, c'est celle des processus opposants. Adaptation, il y a une désadaptation. Un perturbateur va entraîner une réaction, et cette réaction, eh bien, ça va être des processus opposants qui visent à lutter contre tous les effets de cette molécule. L'exemple que je donne souvent, moi, dans mon enseignement sur l'alcool, puisque j'enseigne beaucoup en alcoolologie, en addictologie, c'est que finalement, l'alcool va entraîner plein d'effets sur le cerveau, mais en fait, le cerveau s'adapte pour déclencher des mécanismes qui vont exactement être à l'inverse de ceux que font l'alcool. D'accord ? Et donc, l'organisme s'adapte, par exemple, ici c'est un bel exemple, à une substance exogène, et si cette substance exogène est prise de manière chronique, et si on arrête brutalement de prendre cette substance, eh bien le cerveau qui s'est adapté, lui, il n'y a plus l'alcool pour contrer, il a tout mis en place, et c'est là que la pathologie peut être sévère et des symptômes apparaissent très violents, ça peut être des crises de sevrage, délirium très mince, aller jusqu'à la mort, parce que le cerveau s'est adapté exactement de manière contraire à l'alcool. Et comme l'alcool est un dépresseur, inhibe, bloque le fonctionnement, éteint le fonctionnement cérébral, eh bien, si on enlève l'alcool de manière abrupte après une alcoolisation chronique, eh bien, c'est une hyperexcitabilité, un sevrage. J'ai juste ici pour vous montrer que finalement notre organisme s'adapte, ici il y a des perturbations, et j'ai pris l'exemple de l'alcool qui est flagrant, et juste pour vous montrer que le système s'adapte pour exactement contrer les effets du perturbateur. Alors, autre concept, l'ataraxie, mais tout ça se rapproche. Une approche harmonieuse et modérée de l'existence, où l'absence de troubles s'associe à un principe de bonheur, une quiétude profonde,
Et en Orient, on parle d'équanimité. Donc vous voyez que tout ça, voilà, ça va bien dénoter le stress. Finalement, quand on n'a pas de soucis, on a vraiment une vie harmonieuse, équilibrée, sans perturbation. Et c'est ce qu'il va falloir contrer lors de la présence d'un stresseur. Et puis on ne peut pas également ne pas citer Hippocrate, où la santé est une maladie assimilée à des principes d'harmonie et de disharmonie. Là, on retrouve exactement ces notions d'équilibre et déséquilibre. Et finalement, la nature va pouvoir aussi nous donner des clés pour répondre à ces agressions. Alors encore, on ne peut pas faire de physiologie sans citer Claude Bernard, qui lui a évidemment posé aussi les bases avec la fixité du milieu intérieur. Tout cours de physio, ça commence par ça. La fixité, la constance du milieu intérieur, sans laquelle il ne peut y avoir de vie libre et indépendante. Vous voyez comment il ramène ça à vraiment des processus biologiques, et toute sa vie a été finalement dédiée à l'étude des mécanismes d'adaptation à des perturbations biologiques. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Claude Bernard? Finalement, que l'organisme va gérer des changements corporels, mais aussi, vous voyez, émotionnels, qui vont être imposés par des perturbations environnementales et des mécanismes adaptatifs et vitaux construits pour rétablir les équilibres physiologiques, lesquels sont essentiellement non conscients. Alors ça aussi, c'est une des caractéristiques de l'axe du stress. Comme je dis souvent à mes étudiants, on a beaucoup de fonctions physiologiques, bien heureusement. Le cerveau fonctionne en mode automatique et le stress en est un, mais on verra que dans certaines pathologies, il n'y a pas que de l'inconscient qui intervient. Alors, bien évidemment, juste pour vous montrer le type vous connaissez tous, mais Claude Bernard, justement, s'intéressait à des problèmes métaboliques. Il croyait que la glande salivaire, le pancréas, le cerveau et d'autres organes étaient au service du maintien, justement, du milieu intérieur. Donc, vous voyez tout de suite que c'était vraiment une vision où plusieurs fonctions étaient en branle pour maintenir les équilibres. Il a étudié ici simplement des atteintes, notamment au niveau du pancréas, et l'impact d'un stress métabolique. Il voulait comprendre l'homéostasie de glucose et il a étudié des mécanismes qui rendent possible la constance du milieu intérieur. Donc là, c'est une expérience assez célèbre où il a soumis des chiens ici à un jeûne de 36 heures et on voit à gauche ce qui se passe. On voit toutes les adaptations, les changements morphologiques du pancréas. Voilà, donc ici, c'était de voir quel type d'adaptation on pouvait voir du point de vue au moins morphologique ici au niveau d'un organe qui joue un rôle clé dans la glycémie. Alors ensuite, c'est Cannon qui va parler vraiment d'homéostasie. Donc alors ça vient du grec homéos, identique, et stasis, immobile, ou stabilité. Alors ça, c'est vraiment le concept vraiment de base qu'il faut comprendre pour bien comprendre la physiologie, c'est l'homéostasie. Donc c'est l'idée de maintenir vraiment constante des valeurs essentielles à la vie, le pH, par exemple. Alors ça implique la notion, et ça c'est transversal avec le cours de physique peut-être, ça implique la même régulation qu'avec ce qu'on appelle des servomécanismes locaux qui vont permettre des équilibres au sein de systèmes physiologiques. Donc l'idée de servomécanisme, il va falloir il faut un détecteur d'une perturbation. Alors ça c'est super important, il faut un détecteur de la perturbation, il faut ensuite l'intégrer, comprendre cette perturbation. Donc il y a une voie sensorielle afférente à cet intégrateur, ça va vraiment expliquer ça aux élèves, c'est la base aussi, la base des bases, on intègre ça, et puis on déclenche une réponse, donc ici on est dans une réponse motrice avec des effecteurs qui viennent finalement s'opposer à cette perturbation. Donc la notion de servomécanisme. Alors l'équilibre du milieu intérieur est assuré par le système, là ici on va le voir, ça doit être très rapide. Donc on n'a pas le temps d'attendre que les hormones soient produites, fassent leur travail, etc. C'est tout d'abord une réponse nerveuse. Et là on verra qu'il y a le système nerveux sympathique. Mais que ça passe aussi par ici, donc c'est aussi une particularité, c'est que c'est neuro-hormonal. Le système nerveux sympathique qui va arriver à une glande. On va faire libérer une hormone ici, l'adrénaline. Donc là encore, bien connaître les fonctions d'adrénaline, on va voir qu'au niveau cardiovasculaire notamment, ça entraîne une réponse
quasi instantanée au niveau cardiaque. Donc ici, en 2 étapes, activation d'un système sympathique, on joue sur la libération d'une hormone, l'adrénaline, par une glande qui va déclencher des réponses très rapides. Et parmi ces réponses, bien évidemment, l'adrénaline que vous connaissez tous, qui déclenche une réponse cardiovasculaire. Alors, le système nerveux central, j'ai beaucoup de textes, hein, mais j'ai l'habitude de faire ça, comme ça mes étudiants repartent aussi ici. Et j'ai donné mon diaporama, hein, donc tous ceux qui assistent à la formation, vous aurez le diaporama. Donc le système nerveux central est informé de changements de l'environnement externe et des menaces quant à son intégrité par des récepteurs via des systèmes nerveux viscéraux, des changements corrélatifs dans l'environnement interne. Bon, c'est un peu ce que je viens de vous raconter. Les mécanismes régulant l'homéostasie sont sous l'emprise des contraintes. Alors des contraintes, on peut voir ça sous l'idée d'une force, le stress en anglais, ou le stresseur. Alors c'est vrai que vous allez voir qu'il y a de la sémantique, hein. On a un gros problème, c'est qu'on a confondu tout de suite le stress, c'est-à-dire l'agent qui va déclencher une réponse, et la réponse finalement est même le stress. Donc on parle de tout, on met tout dans la boîte stress, mais en fait, on va opposer quand même stress et contrainte, enfin, l'agent et toutes les réactions qui sont mises en branle pour lutter contre cet agent stresseur. Alors, il va falloir répondre à ces changements ou à ces déformations. Alors c'est là qu'il y a le deuxième mot, c'est strain en anglais. Donc il y a 2 mots finalement, le stress et le strain, où on va avoir le stress, c'est l'agent en lui-même, ou bien toutes les modifications qui vont intervenir dues à ce stresseur. Et ce sont ces mécanismes qui ramènent vers l'état d'équilibre. Alors ce que je voulais dire aussi ici, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, l'organisme entier est mobilisé pour maintenir un équilibre, une norme physiologique ou l'homéostasie. Alors bon, pareil, je crois qu'on discute beaucoup, hein, les émotions, c'est quelque chose de, surtout par les temps qui courent, on parle beaucoup de psychologique et de social, de psychosocial, à quel point les émotions vont jouer un rôle important dans ce rôle du stress, et à quel point finalement un enjeu actuel, ça va être des régulations émotionnelles. D'accord ? On parle aussi du stress, mais les émotions jouent un rôle important dans le stress, on va le voir. Alors, régulation émotionnelle. Mais j'en redirai 2 mots parce qu'on verra qu'une des structures centrales dans la réponse du stress, elle joue également un rôle central dans les émotions. Alors simplement ce petit schéma-là qu'il faut absolument montrer en début de cours, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, le cerveau-mécanisme. Donc simplement ici, une petite balance, une perturbation qui va modifier une variable. Cette variable est détectée et notre organisme est plein de détecteurs, plein de récepteurs, plein de senseurs qui vient donc détecter cette perturbation. Des récepteurs dans l'organisme, on en a dans l'organisme, à la surface de l'organisme. On est capable de détecter des modifications environnementales, c'est ce qu'on appelle l'extéroception. Et puis il y a tout ce qui va être biologique interne à l'organisme, on appelle ça l'interoception. Donc on peut également, notre organisme détecte en permanence, et d'ailleurs on a énormément de cellules dans l'organisme qui passent leur temps à détecter et à réagir à des signaux intérieurs, l'interoception. L'arrivée en bas, c'est centre de régulation. Donc ce capteur envoie la formation au niveau de centre de régulation par des afférences. Ça aussi, il faut bien connaître ce mot-là. Tout ce qui va arriver quand on se place au niveau du système de régulation, c'est une afférence. Et ça repart par une efférence et des effecteurs, comme je disais tout à l'heure, qui vont déclencher une réponse qui va venir contrer la perturbation de cette variable. Donc ça, c'est des bases de la physiologie. Mais j'aime bien rappeler ça puisque c'est à la base finalement de toute adaptation. Alors, juste pour terminer un petit peu du point de vue historique avec Selye, dans les années 30, qui amène des notions intéressantes. Donc lui, il parle d'agents nocifs qui produisent, quelle que soit leur nature, et d'une manière non spécifique. Ça aussi, c'est un mot-clé important dans le stress, c'est l'aspect de non-spécificité qui peut entraîner une réponse diffuse. Et c'est là qu'on va voir que ça peut poser des problèmes par la suite. Donc lui, il parle d'un syndrome général d'adaptation qui va déboucher sur un état fondamentalement pathologique. Donc vous voyez que là, on est finalement dans déjà dans la bascule, hein, si on parlait beaucoup de l'homéostasie, là on est dans la bascule, c'est pour ça que j'ai intitulé mon cours finalement
le stress de l'homéostasie au pathologique. On va basculer vers le pathologique. Et puis lui, pour décrire ça, et pour arriver justement au pathologique, bon, il nous parle d'un signal d'alarme qui va déclencher vraiment une réaction rapide d'alarme. Et si le stress dure, finalement, eh bien, il y a une étape de résistance. On va augmenter, notamment ici, bon, c'est l'axe du stress que je vais évoquer par la suite, mais les corticosurrénales, contrôlées par l'hypophyse antérieure, donc ça c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire, on va le voir, donc vous voyez, identifié fin des années 40, et puis la cortisone également, ou corticostérone chez l'animal, et il va y avoir des dérèglements métaboliques, hormonaux, et voire, si on ne contrôle pas la réaction au stress de manière chronique, des dégâts, des atteintes au niveau organique. Et si l'agression continue, eh bien on a un stade d'épuisement. Donc ça, c'est vraiment les 3 étapes: alarme, résistance et épuisement. Mon stade d'épuisement, c'est important aussi, j'y reviendrai, et puis Bernard Angerville aussi, c'est ce qui peut distinguer également la subtilité entre du stress et de l'anxiété. On verra par la suite une petite subtilité, c'est que c'est vraiment dans le stress où on va avoir toutes ces réactions d'adaptation pour résister, mais si on dépasse certaines limites physiologiques, on va entrer dans un état pathologique qui est celui du stade d'épuisement, on va le voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit aussi? Alors, Selye, c'est un chercheur qui était un petit peu controversé, mais il disait que c'est pas le stress qui nous tue, c'est la réaction au stress. Donc, c'est pour vous dire à quel point on avait déjà compris que, voilà, on pouvait basculer dans le pathologique. Il défendra ses conceptions de non-spécificité d'un syndrome et d'un enchaînement pathologique des événements. Alors, c'est lui qui est un peu responsable de la transmission planétaire du terme stress, avec la confusion entre l'agent et le stresseur, c'est ce que je vous disais, le stress en anglais, et puis tout le processus physiopathologique qui va résulter de l'application de ce stress, ou strain en anglais. Et une confusion sémantique qui perdure encore à l'heure actuelle. Alors, Cannon, qu'est-ce qu'il nous racontait aussi à l'époque? Une interaction entre émotion et physiologie régulatrice. Donc vous avez vu, j'insiste encore sur émotion, on verra qu'il y a une composante émotionnelle forte. Alors il parlait de quoi? Il étudiait le tube digestif et la sécrétion d'hormones surrénaliennes dans un certain nombre de conditions liées au métabolisme. Là encore, c'est un petit peu comme Claude Bernard, on s'intéressait beaucoup à des questions métaboliques. Des conditions d'adaptation normales, d'adversité, d'activité prolongée, excitée, vont entraîner une consommation d'énergie accrue. Donc là, on est vraiment dans des problèmes métaboliques. L'augmentation de la glycémie était considérée comme essentielle pour la régulation énergétique à court terme. Finalement, dans le stress, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va falloir s'adapter, réagir rapidement. Et la première chose qu'il faut, c'est fournir de l'énergie. Donc il y a une composante métabolique à court terme. Et ces premiers travaux de Cannon se sont concentrés sur la sécrétion surrénalienne en conditions de contrainte. C'est ce qu'on voit par exemple un petit peu ici. Alors on regarde ici la modification de fréquence cardiaque, si les surrénales sont là ou pas et vont produire de l'adrénaline ou pas. Et on voit qu'il faut, pour avoir une réponse suffisamment importante et durable, il faut ici, en termes d'adaptation, de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est un des premiers paramètres qui va réguler la pression artérielle. On voit qu'il faut que les surrénales soient là, actives, sécrètent de l'adrénaline pour que la fonction cardiovasculaire puisse s'adapter. Alors c'est lui, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est lui où là, je vous montre la bascule vers le pathologique, qui a dit qu'il y avait des limites au système et qu'on peut vite basculer dans le pathologique. Et notamment ici, le fait que les soldats, par exemple, pendant la Grande Guerre, avait-il noté, étaient abattus par l'épuisement nerveux. D'accord ? Là, bon, j'essaye de reprendre quelques... Alors, ça aussi, pour historiquement, qu'est-ce qui se passe quand on soumet un organisme à un stress? Simplement ici, quelque chose d'assez célèbre dans les étapes de compréhension. On a soumis un rat ici à un stress de contrainte, c'est-à-dire qu'on le bloque dans ses mouvements. Ce qui est pour lui un stress, c'est simplement le mettre dans un tube, un volume très réduit. Ça ne va pas plus loin que ça. On l'enferme dans une boîte où il peut respirer normalement, mais il est contraint. Si ce stress est prolongé, qu'est-ce qu'on observe? Vous voyez une turgescence des glandes surrénales, donc on voit qu'il y a un impact organique.
une rétractation massive du thymus, ici, donc les surrénales, ici, à gauche une turgescence, ici c'est ce qui est le ras stressé ici à gauche, donc une turgescence des glandes surrénales, donc une hyperréactivité des fonctionnelle ici des surrénales, une rétractation massive du thymus. Alors le thymus c'est un organe important dans le système immunitaire, notamment du point de vue du développement. Ceux qui aiment bien les riz de veau connaissent bien le thymus, une étape importante où on va ici produire des globules blancs. Donc il y a ici une interaction aussi avec quelque chose qui va avoir un impact très fort sur l'organisme puisque c'est la réponse immunitaire. Et puis des noyaux lymphatiques, ici, donc là encore, système immunitaire. Ici, c'est ce qu'on voit ici. Et puis vous voyez qu'une perturbation au niveau de l'estomac. Ici, on va changer la surface de l'estomac, une hémorragie stomacale. Donc vous voyez ici qu'un stress simplement peut-être banal de contrainte, s'il est prolongé, va induire des modifications organiques et toucher beaucoup de fonctions. Donc ça avait été noté très tôt. Alors finalement, réaction d'alarme qui va impliquer des fonctions cérébrales. Hein, les premières, finalement, la relation avec notre environnement, c'est d'abord notre système nerveux qui va réguler les interactions avec notre environnement et déclencher très rapidement des réponses. Mais c'est aussi ici hormonal, où il va falloir déclencher notamment ici une réponse cardiovasculaire métabolique. Et ça va passer par des hormones. On va voir tout ça ensemble. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'était l'intro de mon intro, mais finalement, dans la vie, c'est ça qu'il faut expliquer à tout le monde. Hein. Alors, c'est pas que ça la vie, mais c'est aussi ça la vie. C'est s'adapter à son environnement et puis résister au stress. Et donc, on peut imaginer que la vie, c'est le stress, puisqu'on va forcément... Et le stress, c'est le stress de la naissance. Il y a plein d'adaptations qui sont liées rien que le jour de sa naissance. Mais il va falloir s'adapter en permanence. Il va falloir s'ajuster à des événements qui sont contrariants. Alors ça, il faut expliquer ça beaucoup aux jeunes actuellement. On ne fait pas ce qu'on veut, il y a beaucoup de contrariétés. Et ça aussi, c'est du stress. Et donc, il va falloir gérer son stress. Alors, ça peut être menaçant, et puis c'est aussi imprédictible. Alors ça, c'est une notion très importante dans le stress. On s'est aperçu, par exemple, que chez l'animal, les stress imprédictibles sont encore plus délétères sur l'organisme. Le fait de ne pas pouvoir anticiper, ça veut dire ne pas pouvoir le prévenir, mais quand c'est imprévu, c'est encore plus fort comme stress. Les plus bons modèles de stress chez l'animal, c'est des stress modérés, chroniques, mais surtout imprédictibles. Alors, tout ça, ça génère également des émotions. Et donc, il va falloir aussi gérer les émotions. Les perturbations sont intenses, durables, et parfois ça va être coûteux physiquement, mentalement, émotionnellement. Et donc on est face ici à des adaptations bio-psycho. Alors c'est ça aussi qui est particulier, hein, c'est à la fois le psychologique et le biologique. Et puis là c'est social, c'est comme les addictions, on a tendance à dire ça, c'est quelque chose de bio-psychosocial finalement le stress. Le stress c'est la vie, alors simplement ici, oui effectivement des forces perturbatrices, ou ici les stresseurs vont déclencher des réponses. Ici, des forces qui vont contrebalancer pour maintenir l'homéostasie. Et si on dépasse ici cette notion d'homéostasie, eh bien, on peut à terme menacer cette homéostasie et parler. On arrive doucement dans un autre état. Ça aussi, il faut bien l'expliquer aux élèves. C'est l'allostasie. D'accord ? L'homéostasie, c'est bien. On est à l'état d'équilibre. On ramène une valeur à sa valeur de consigne. Tout se passe bien. L'allostasie, eh bien, on va avoir des forces très importantes qui vont ramener à un certain état d'équilibre, mais qui ne vont pas être cet état d'homéostasie. On va être dans un nouvel état. On va être un nouvel état d'équilibre, en fait. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans l'allostasie. On va être dans un nouvel état d'équilibre, mais qui n'est pas celui d'origine. Et on appelle ça allo pour un autre état. Allostasie. J'y reviendrai. Homéostasie, allostasie. Alors, stress versus anxiété. Oui, juste deux petits mots, mais je laisserai Bernard parler un petit peu de ces aspects-là. Il ne faut pas tout mélanger. C'est vrai qu'on parle de stress pour tout et finalement n'importe quoi. C'est un petit peu comme les addictions. On est addict à tout et n'importe quoi.
Alors le stress et l'anxiété, donc le stress c'est une réponse physiologique. Hein, je vous dis justement qu'on pouvait peut-être détecter le stress par les perturbations physiologiques que le stress avait engendrées, mais qui doit disparaître. Hein, quand l'agent stressant est passé, on revient en valeur d'équilibre, il n'y a plus de problème. En chronique, ça peut générer indirectement de l'anxiété, bien évidemment, on verra, dépression et anxiété, ça peut être un impact, mais ce n'est pas de l'anxiété. L'anxiété c'est une angoisse, là aussi c'est physiologique au départ. Le stress, c'est physiologique. Le fait d'être angoissé aussi, c'est physiologique. Se préoccuper de savoir si les enfants sont bien rentrés à l'école quand l'école est finie, oui, c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse, mais c'est une bonne angoisse, d'accord ? Mais l'angoisse, c'est quelque chose, donc par anticipation, on va anticiper le problème, ou un stress. Alors, c'est tout l'enjeu, c'est qu'on va peut-être souvent surestimer les conséquences. Et si cette angoisse persiste, est trop durable, eh bien, même à distance du stresseur, c'est là que ça devient pathologique. Vous voyez cette petite subtilité, parce qu'on a tendance à dire oui, je suis anxieux, je suis stressé. Il va falloir distinguer à un moment le stress de ce qui est vraiment l'anxiété. Et voilà. Alors, juste pour reprendre, mais juste pour recontextualiser un petit peu, donc simplement. Genre, je vous ai mis quoi, je vais avoir un examen demain en distanciel, ça fait très peur aux étudiants quand on fait un examen surprise. Alors, ça peut déclencher du stress instantané et tout de suite, ce que vous connaissez déjà, c'est une phase d'alarme avec l'adrénaline. L'hormone du stress par excellence, c'est l'adrénaline. Donc, il y a tout un tas de symptômes qui apparaissent. Alors, accélération cardiaque, tout le monde sait ça. Justement, ça peut être problématique d'ailleurs si on surréagit. On peut avoir des palpitations et c'est là que le premier stress apparaît, on veut lutter contre les palpitations et la tachycardie. Accélération, si le cœur s'accélère, la respiration aussi. Assèchement de la bouche, oui, sueur, rougeur, tremblement, envie de vomir, on ne se sent vraiment pas bien. Nos sens sont plus réceptifs, nos muscles se contractent, donc vous voyez que c'est une phase qu'on va dire d'alerte. Et finalement, l'idée, c'est que notre cerveau va être beaucoup plus attentif, réceptif et réactif pour prendre les bonnes décisions rapidement. Phase d'alerte. Ensuite, la phase de résistance. Donc, si le stress se prolonge, disons que les examens vont avoir lieu tous les jours pendant longtemps, eh bien là, cette fois-ci, on va parler d'une autre hormone, d'hormones corticoïdes et du cortisol. Donc là, on peut avoir différents types de conséquences. Perturbations de l'immunité, de la digestion, des perturbations cognitives. Et ça peut se traduire par des insomnies, le fait d'être irritable, d'irritabilité, d'agressivité, fatigue, baisse des performances physiques. Ça aussi, le signe d'épuisement que je disais tout à l'heure. Migraine, perte de confiance en soi. Alors tout ça va de pair, vous voyez que c'est pas très bien. Donc la phase de lutte finalement au stress, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la phase de résistance. Et puis notre esprit réagit aussi, on va activer des centres émotionnels avec des émotions un petit peu difficiles à gérer, sur la peur, la colère, l'humiliation. Bon, ça c'est pour vous replacer un petit peu, alerte, phase prolongée, et puis ensuite le pathologique vraiment, si le stress se maintient, on dépasse vraiment nos capacités, on va dire, homéostasiques, physiologiques normales. Et là, vous voyez que c'est beaucoup les hormones corticoïdes qui interviennent. Là, ça peut se traduire vraiment par des pathologies qui vont avoir une incidence importante, des problèmes gastriques, des maladies cardiovasculaires, des troubles dépressifs, troubles de la sexualité, etc., etc. Et c'est là qu'on arrive à une phase d'épuisement. D'accord, donc ça, c'est un peu pour imager ce dont je vais parler un petit peu plus tard. Donc ces trois phases, alerte, résistance, phase d'épuisement. Voilà. Alors le stress, c'est quoi pour un physiologiste le stress du point de vue purement physiologique? Une réaction stéréotypée, on va tous réagir normalement. Alors il n'y a pas la même intensité, mais on va tous réagir un petit peu de la même manière à de nombreuses situations. Donc vraiment le stress c'est quelque chose de... C'est pour ça qu'on parlait un petit peu d'aspécifique, c'est beaucoup de conditions stressantes. Une réaction stéréotypée. Et l'exemple que je mets ici, c'est quel est le point commun entre une exposition prolongée au froid, un exercice intense, une douleur, moins d'oxygène, une infection, peur, émotion intense? Eh bien, ça va être le cortisol. Donc on va voir que c'est une hormone
L'hydrocortisone, c'est une hormone qui est produite par le cortex surrénal, mais c'est ça qui peut signer un stress, c'est justement la présence de ces hormones stéroïdes circulantes. Et vous voyez que ça va être un point commun à différentes agressions de différents ordres. Donc finalement, pour le physiologiste, mais on verra que ce n'est pas que ça, on peut avoir un index de perturbation, qui peut être vraiment un panel de perturbations qu'on peut prendre pour apprécier le stress. Mais finalement, toute situation qui va déclencher la sécrétion de cortisol, eh bien, ça peut s'apparenter à un stress. L'activation du système nerveux central, du système nerveux orthosympathique, le système nerveux autonome avec le côté sympathique et orthosympathique, donc ça aussi c'est le b.a.-ba des régulations physiologiques, mais ici on parle beaucoup du système donc sympathique, mais il y a aussi dans une deuxième phase le parasympathique qui va être activé. Alors l'activation du système orthosympathique pendant le stress va lui induire la libération d'adrénaline par la médulle surrénale. Donc finalement, vous voyez que ça peut se réduire assez simplement, le stress, des corticoïdes et le cortisol, et puis aussi cette activation sympathique. Le principe de rétrocontrôle que j'ai évoqué tout à l'heure, le cerveau-mécanisme ici, action-réaction, simplement une des hormones produite par un des organes, ici on va le voir en détail, va agir sur une autre structure qui va produire une autre molécule, et cette molécule va agir sur ce premier organe, et on a une régulation négative. Principe, alors les anglo-saxons appellent ça un feedback, en français on parle de rétrocontrôle négatif. Alors sachez aussi que en physiologie il existe aussi des rétrocontrôles positifs, mais là pour l'axe du stress on parle principalement de rétrocontrôle négatif. Bien heureusement, c'est un petit peu l'idée que je voulais amener, c'est qu'il va falloir freiner un petit peu le système, si on veut rester dans des échelles des constantes physiologiques. Il est important que ce système soit régulé aussi à la baisse pour éviter justement de tomber dans le pathologique. Et on verra que dans plein de pathologies, pourquoi c'est important de bien centrer ça et que les élèves comprennent bien ça, c'est qu'on a plein de pathologies où on perd ce rétrocontrôle. D'accord ? Dans l'addiction, par exemple, depuis longtemps, on a compris qu'il y avait une perte de rétrocontrôle à la production de ces corticoïdes. Et comme ces corticoïdes agissent sur le cerveau et modifient le fonctionnement cérébral, eh bien c'est quelque chose de clé. On n'est plus en capacité d'avoir ce rétrocontrôle négatif. D'accord ? Ça, c'est important. Alors, bon, désolé, j'ai ça va, c'est en français. Quelques diapositives, mais donc les rétrocontrôles peuvent avoir lieu à tous les étages. Je suis désolé, j'ai mis des diapos un peu lourds, mais peuvent avoir lieu à tous les étages. On va distinguer des rétrocontrôles qui peuvent être assez courts. Finalement, ça peut être au premier étage, ici, on verra l'axe hypothalamo-hypophysaire. Hypothalamo-hypophysaire, on peut avoir un rétrocontrôle assez court entre les deux premiers organes impliqués ici, et puis un rétrocontrôle plus long aussi, avec d'autres organes cibles qui sont touchés, qui vont eux-mêmes produire ici des molécules qui vont participer au rétrocontrôle. Donc simplement la petite subtilité entre des voies de rétrocontrôle assez courtes et des voies de rétrocontrôle un peu plus longues. Alors simplement un schéma qui résume vraiment un petit peu tout. Je reprends ça dans vraiment les livres de base de physiologie. On a à gauche ce qui se passe dans la réaction rapide au stress et à droite plutôt la réaction prolongée. Donc on va voir dans le détail l'axe hypothalamo-hypophysaire, surrénalien. Donc à droite simplement, c'est pour ça qu'on parle d'axe neuro-hormonal, c'est très particulier ici. On va voir qu'il y a aussi des neurones qui ne jouent pas. C'est une des particularités aussi. On verra que dans ce circuit du stress, là, cet axe du stress, on a des neurones qui jouent un rôle particulier. Ils ne vont pas jouer un rôle dans la transmission neuronale. En fait, ce sont des neurones sécréteurs qui vont produire des hormones. Ça, c'est une des premières particularités aussi. Alors, on voit ici l'hypothalamus et ici un facteur de stress. On va voir qu'il y a des voies ici qui vont déclencher ici l'activation du système sympathique. Donc, tout ça, ça passe par la moelle épinière. Et puis, une première ici arrivée ici au niveau de cette médullo-surrénale directement, qui va déclencher la production de catécholamines. Alors les catécholamines aussi, il faut bien savoir, il y a l'adrénaline et la noradrénaline. Bon, ici principalement l'hormone, c'est l'adrénaline. Mais on va avoir une réponse au stress immédiate. Donc la réaction nerveuse ici à un stress va être quasi immédiat, puisqu'on a ici une régulation nerveuse. Ici un relais, mais c'est très rapide. En post-ganglionnaire, on va déclencher très rapidement la libération d'adrénaline. Et l'adrénaline, bon, on peut commencer à le voir maintenant, c'est une augmentation de la fréquence cardiaque,
et donc de la pression artérielle. Si vous augmentez la fréquence cardiaque, vous augmentez la pression artérielle. On va convertir le glycogène en glucose, donc au niveau hépatique, la néoglycogénèse. Donc au niveau hépatique, au niveau du foie, on va libérer du glucose dans le sang. Donc il faut une réaction rapide, il va y avoir une réponse musculaire, il va falloir de l'énergie si on veut combattre, si on veut fuir. Hein. C'est ce qu'on dit souvent de l'axe du stress. La première réponse, c'est une réponse de combat, de fuite. Eh bien, il faut de l'énergie. Et donc il va falloir de l'oxygène pour que les organes fonctionnent. Donc c'est pour ça que la pression artérielle augmente. Et il faut également du carburant, donc du glucose pour fonctionner. Modification de la circulation sanguine pour augmenter également la vigilance, l'état de vigilance, bien évidemment, pour que le cerveau soit hyper attentif et qu'on augmente notre état de vigilance, il faut cette adaptation en pression artérielle et en oxygène. Alors bien évidemment aussi, alors la physiologie aussi, c'est ça, c'est toute la beauté de la physiologie, c'est de se dire qu'il y a un certain moment, il faut privilégier une fonction et calmer, je dirais, mettre au repos une fonction. Là, par exemple, il va falloir calmer la fonction digestive. Si on veut combattre, fuir, ce n'est pas le moment de commencer à digérer. Et donc là, vous voyez, par exemple, on va mettre au silence l'activité gastro-intestinale. Et puis, bon, accélération du métabolisme. Bon, ça, c'est juste pour introduire dans les grandes lignes. Et puis, la deuxième phase, c'est une phase également qui va faire intervenir, donc qui est à la fois neuronale aussi, mais aussi hormonale. Donc ici, l'hypothalamus va entraîner ici une stimulation au niveau de l'hypophyse d'une hormone qui s'appelle l'ACTH, qui va agir ici au niveau du cortex des surrénales, donc nos deux glandes surrénales, hein, qui portent bien le nom, qui sont juste au-dessus de nos deux reins, et pour activer la production ici de corticoïdes de deux types, hein, des minéralocorticoïdes, ils portent bien leur nom. Hein. Sachez que c'est assez simple, en fait, de donner des moyens mnémotechniques, hein, mais c'est assez simple, des minéralocorticoïdes qui vont agir sur les minéraux, et puis de l'autre côté, des glucocorticoïdes qui vont agir sur le glucose, la glycémie. Donc tout ça, c'est assez simple à retenir finalement. Et donc dans la réponse prolongée au stress, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, il va falloir également jouer sur la pression artérielle. Donc il y a une rétention de sodium et d'eau par les reins. Il y a notamment de l'aldostérone. Donc là aussi, on va réabsorber plus de sodium. On va perdre un petit peu de potassium au passage, mais on réabsorbe du sodium et donc on retient l'eau. Hein, finalement aussi, l'idée, c'est pas bête, c'est que finalement, si on veut s'adapter, il y a un moment, il faut avoir son stock d'eau suffisant. Et donc ici, c'est à la fois un effet sur la pression artérielle et également sur puisque si vous facilitez la rétention d'eau, vous augmentez le volume sanguin. Si vous augmentez le volume sanguin, vous maintenez une pression artérielle. Et augmentation du volume sanguin de la pression artérielle, c'est ce que je viens de dire. Et ensuite, donc les glucocorticoïdes. Donc là, on va convertir des protéines et des lipides en glucose. Vous voyez là encore, un petit peu comme le fait l'adrénaline, on produit du glucose ou de la dégradation en vue de la production d'énergie. On augmente la glycémie et affaiblissement du système immunitaire. Bon là, vous avez tout d'un petit peu posé ici avec la voie rapide et la voie un petit peu plus lente de cet axe neuro-hormonal du stress. Alors bon, c'est très rapide, hein, juste une petite animation pour dire tout ça, on est de l'ordre de la milliseconde à la seconde, là au niveau nerveux, et très rapidement. Hein, ça c'est pour démarrer au quart de tour, hein, vous verrez que les tests qu'on peut faire chez l'animal ou chez l'homme, c'est vraiment inférieur, on est de l'ordre de la milliseconde ou inframilliseconde, on peut déclencher des réponses de sursaut, de surprise, qui sont extrêmement rapides. Et puis ensuite, bien évidemment, on est ensuite à une échelle temps de la trentaine de minutes, 1 heure à 2 heures, hein, si on compte les perturbations et puis le retour à la normale. Voir ici, ces réponses, si les stress sont maintenus, etc., ça va durer des jours, d'accord, voire des mois. Les systèmes peuvent être dépassés, c'est là qu'on va rentrer dans le pathologique, mais grosso modo, ici, on est dans l'ordre de la seconde au niveau nerveux et adrénaline, plusieurs minutes au niveau ici des glucocorticoïdes, les corticoïdes, et puis des réponses qui vont s'étager. Alors une petite différence entre les récepteurs avec la voie des minéralocorticoïdes et des glucocorticoïdes. On a d'abord les minéralocorticoïdes qui vont être sollicités très rapidement, puis un petit peu plus tard les glucocorticoïdes, et la réponse, on est dans l'ordre de 30 minutes, 1 heure à 2 heures. Alors,
pourquoi on met en branle tout ça? Pour protéger contre toutes les réactions de défense qui sont activées par le stress en contrecarrant et en empêchant d'aller au-delà des mécanismes homéostatiques. Alors, petite notion importante, il va y avoir des réactions, donc il va falloir protéger contre toutes ces réactions de défense qui vont être activées par le stress. Le stress va déclencher beaucoup de réponses qui peuvent être nocives à terme. Donc il faut aussi les contrecarrer. Donc il va falloir les empêcher ici d'aller au-delà des mécanismes homéostatiques. Alors c'est une petite notion. Finalement, l'idée qu'il faut retenir assez simplement, c'est que bon, c'est très positif, on déclenche la réponse du stress, on s'adapte, mais attention, il va falloir aussi limiter cette réponse de l'axe du stress, sinon on va virer dans le pathologique. Donc il faut un rôle permissif, il faut préparer, amorcer les mécanismes de défense, puis un rôle suppresseur pour limiter ces actions. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais c'est vraiment, voilà, c'est bénéfique, mais tant qu'on reste dans une certaine échelle de réaction en amplitude, en intensité et en durée également, sinon il va falloir déclencher aussi d'autres réponses, mais je vais le montrer de manière un peu plus précise par la suite. Si les stresseurs sont trop violents, durables, le système est dépassé, c'est la bascule vers le pathologique. Okay, et c'est en ça qu'on voit beaucoup le stress comme quelque chose de pathologique, finalement. C'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, c'est vraiment les aspects stress-pathologie, mais on ne voit pas tous les bénéfices qui sont apportés par la réponse essentielle du stress initial. Alors, le lien entre stresseur chronique et santé, oui, alors, c'est vrai que si au départ, pour l'évolution, on comprend bien qu'il fallait s'adapter, c'est les images qu'on vous montre souvent, hein, le système sympathique et l'axe du stress, c'est vraiment pour réagir fortement à une agression, combattre ou fuir un stress important. Mais on va être confronté aussi à de nouveaux types de stress. Là, c'est ce que je voulais dire en introduction. Donc, on a finalement des stresseurs qui peuvent être chroniques, qui vont avoir une incidence. Alors, ça peut être notre environnement social, comme je l'ai dit. Les caractéristiques individuelles vont jouer. Alors, ça, c'est toujours ça qu'il faut bien faire comprendre aussi à tout le monde. Je parle de réactions stéréotypées, mais bien évidemment, il y a les capacités individuelles, les capacités de résilience, des facteurs génétiques, des facteurs psychologiques, la fragilité. On ne peut pas comparer les individus. On a tendance à parler de la physiologie comme si tout le monde réagissait pareil. On a tous la même physiologie, mais par contre, à un moment T, on n'est pas tous dans un même état physiologique. C'est ça qui est important de répondre. On a peut-être déjà des perturbations qui vont modifier la réponse à un stress. D'accord ? Ça, c'est une notion intéressante. On parle de la physiologie comme si on était tous dans un état normal, pas physiologique. Hein. Je ne sais pas, moi, si c'est comme se dire que boire un petit verre d'alcool, ça fait du bien pour la santé. Eh ben non, parce qu'on n'est pas tous déjà de base en bonne santé. Et donc, si on a déjà un problème de pression artérielle, l'alcool étant un hypertenseur, boire un verre ou deux verres, ça va exacerber beaucoup plus, ça va être beaucoup plus péjoratif chez les personnes qui ont déjà un problème cardiovasculaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut toujours sans cesse tenir compte d'une vulnérabilité individuelle et de ses capacités ici à mettre en branle une réaction à un stress. On n'est pas tous égaux là-dessus. Okay, ça, c'est aussi important. Et c'est d'autant plus important qu'il y a cette notion de stress perçu. D'accord ? Il y a un stress, soit, mais il y a aussi la perception que chacun va avoir de ce stress. Quelque chose qui est, on n'a pas tous peur des araignées ou des serpents, bien heureusement, mais vous voyez qu'il y a le stress perçu ne va pas être le même chez tout le monde. Donc c'est ça aussi qui va modifier la réponse et l'adaptation. Alors, et ce stress perçu et ce stress réel, alors il y a vraiment le stress réel, ça peut être physique, hein, c'est pas simplement le stress perçu, et le stress perçu, des effets psychologiques et physiologiques. Et puis tout ça, ça peut amener des troubles à la fois physiques, le stress c'est physique, mais c'est aussi mental. D'accord ? Donc simplement ici le stress, vision large, stress chronique, santé, il y a l'axe du stress soit, mais il y a aussi tous les troubles finalement mentaux qui peuvent apparaître avec le stress et l'axe du stress. Dès qu'on a un trouble psychiatrique, finalement des troubles psychiatriques, des troubles mentaux, bien souvent on a des dérégulations de l'axe du stress. D'accord ? Donc là je dirais c'est l'inverse, c'est-à-dire que là je me pose à une posture de physiologiste où on dit que l'axe du stress va potentiellement induire certaines pathologies, mais inversement, du point de vue médical, quand on regarde ici certaines pathologies, on a aussi des perturbations de l'axe du stress. Alors ça, c'était un schéma de synthèse qui récapitule un petit peu tout et qui vient beaucoup trop tôt, mais j'en parlerai pas, donc je vous invite simplement, vous le regarderez une fois que j'aurai déroulé un petit peu mon intervention et vous reprendrez ce petit disque qui récapitule un petit peu tout ce dont je vais parler par la suite. Alors, je
On va avancer encore un petit peu avant de faire une pause, peut-être une petite vingtaine de minutes comme ça. On va faire moitié-moitié peut-être. D'accord. Alors on va reprendre. Alors bien évidemment, je me permets quand même, c'est une intervention un peu longue, de revoir ensemble les bases des bases du système de stress, parce que je ne sais pas, donc c'est au programme. C'est vrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être le stress n'est pas un cours en lui-même, mais il faut voir un petit peu à tous les moments finalement de l'enseignement où on peut ramener à un problème du stress. Et quand même les bases du stress, c'est vrai que c'est important finalement, parce que bien comprendre ce qu'est le stress, ça va aider à mieux le percevoir, mieux le gérer, mieux savoir ce que c'est que ce concept de stress. Et c'est important d'avoir toutes ces perturbations, connaissance de toutes ces perturbations pour mieux finalement comprendre que c'est quelque chose de compliqué ensuite à contrôler finalement, je dirais. Alors bien évidemment, simplement, l'axe du stress, ça commence par... alors j'ai pas mis les fonctions, d'autres fonctions cérébrales, on verra par la suite les autres structures cérébrales, mais simplement ça commence classiquement dans le cours d'endocrinologie où on parle de l'hypothalamus, cette région qui est en dessous de l'hypothalamus, du thalamus, pardon, mais l'hypothalamus. Alors l'hypothalamus, bon, tout physiologiste connaît l'hypothalamus parce que c'est quelque chose de très important pour un organisme. Parce que l'hypothalamus va recevoir toutes les informations finalement qui arrivent au cerveau. Tout ce qui va être sensoriel, émotionnel, tout ce qu'on peut imaginer, tout transite par l'hypothalamus. Finalement, ça va jouer un peu le rôle de filtre pour déclencher des réponses. Et l'hypothalamus, il est ensuite finalement connecté à l'hypophyse, une petite glande, la glande pinéale, que tout le monde connaît également, parce qu'on la voit même, c'est magique, hein, on la repère très facilement sur les imageries en IRM, parce qu'elle est localisée au niveau d'une petite fosse, ici, la fosse pinéale, au niveau du sphénoïde, on appelle ça la selle turcique, parce que ça ressemble un petit peu à une selle d'équitation. Hein. Et cet hypothalamus est composé de différentes sous-régions. Alors ça aussi, je ne sais pas à quelle échelle vous allez expliquer tout ça, mais c'est juste important d'avoir un petit peu la localisation et puis l'organisation des différentes structures. On voit ici que l'hypothalamus, il est autour d'une cavité du cerveau qui s'appelle ici le troisième ventricule, et on voit ici qu'il y a différentes régions avec différentes couleurs. Une région paraventriculaire, donc ça aussi ça porte bien son nom, hein, c'est autour des ventricules. Puis une région médiane et une région latérale. Hein, bien souvent dans le cerveau, on donne le nom aux structures en fonction de leur position, ici ventrale ou dorsale, ou ici paraventriculaire autour des ventricules, puis ensuite médiane au milieu et latérale vers les côtés extérieurs. Alors, bon, on ne voit pas bien, mais simplement pour vous montrer ici que sur un cerveau de rongeur, tous les mammifères ici vont avoir au niveau cérébral un hypothalamus qui est organisé différemment. Donc là, c'est un cerveau de rongeur, mais simplement, ici, on va retrouver différents noyaux de cet hypothalamus. Alors, dans le cerveau des sous-régions, on va les appeler des centres ou des noyaux. Donc, il y a différents centres, alors qui portent des noms, un noyau supraoptique, un noyau antérieur, le chiasma optique aussi, comme repère, l'hypothalamus dorsal, le noyau ventromédian, le noyau dorsomédian. Bon. Tout ça, ce n'est pas important, mais vous verrez, simplement, je donnerai des exemples d'autres structures où c'est important de voir l'organisation, parce que ça vous aide à comprendre comment une structure qui va être composée de différents noyaux reçoit l'information, traite l'information et déclenche une réponse. Et puis l'hypophyse, bon, c'est pareil, on va retrouver une organisation qui embryologiquement est déterminée. On va retrouver un lobe antérieur et un lobe postérieur, voire même un lobe intermédiaire. Alors, c'est assez joli, hein, ça ressemble à une poire, cette hypophyse au niveau de la selle turcique, deux lobes antérieurs et postérieurs. Donc c'est vrai que ça, c'est la petite subtilité, mais il faut bien retenir ça. Il y a une adéno-hypophyse ou une antéhypophyse et une neurohypophyse ou une post-hypophyse, une hypophyse postérieure. Donc ça aussi, il faut le savoir. Je vais passer sur certains aspects. Mais ce qui est très important aussi, une des caractéristiques finalement, c'est ce qu'on appelle à définir le système porte. Ici, déjà, dès ce système hypothalamo-hypophysaire, on a une organisation où des neurones vont aller directement se projeter au niveau d'une autre structure, ou bien des neurones vont s'arrêter très tôt pour déverser finalement ce qu'ils vont sécréter dans le système sanguin, et c'est ce qu'on appelle un système porte,
ce sont des vaisseaux qui s'anastomosent, qui forment déjà un petit circuit, où là il suffit de libérer juste au-dessus ou autour de ces vaisseaux, l'hormone va se retrouver dans la circulation et arriver finalement à la structure cible. Donc on voit ici une organisation particulière et elles sont bien distinctes. On va voir pourquoi. Donc on a une neurohypophyse ici. Donc elle s'appelle neurohypophyse, eh bien justement parce qu'on a des neurones qui se projettent directement au niveau de cette hypophyse et qui vont aller libérer ici des molécules dans le système circulatoire de cette neurohypophyse. Et puis on a d'autres neurones ici qui s'arrêtent beaucoup plus tôt et qui vont libérer dans un système porte ici qui va arriver, et ça fait relais au niveau de ce système porte et ça arrive ensuite au niveau de cette adénohypophyse. Bon alors, fonctionnellement, elles sont très différentes et ces adénohypophyses ou neurohypophyses vont sécréter des hormones très différentes. Bon alors, c'est ce qu'on voit ici, cette neurohypophyse. Donc on a différents noyaux de l'hypothalamus. Bon, à vous de voir si vous irez jusqu'à ces niveaux de détail. Je ne vais pas rentrer dans ces niveaux de détail, mais on a différents noyaux hypothalamiques qui se projettent des neurones. Donc les corps cellulaires sont au niveau de ces noyaux, se projettent directement au niveau de cette post-hypophyse et vont libérer des molécules dans la circulation. Bon, dans la post-hypophyse, on trouve principalement l'ocytocine et puis l'ADH, l'hormone antidiurétique, qu'on appelle aussi la vasopressine. Elle porte bien son nom, elle augmente la pression sanguine. Et puis vous voyez qu'on a d'autres neurones hypothalamiques qui se projettent, alors on appelle même ça la voie infundibulaire, qui se projette ici au niveau d'un système porte hypothalamo-hypophysaire, libère des molécules ici directement au niveau de ce système sanguin qui vient ici stimuler les cellules de l'adénohypophyse. Et cette adénohypophyse va produire toute une quantité importante de protéines que vous abordez déjà dans d'autres cours, qui sont importantes dans la fonction de reproduction, mais aussi une hormone ici qui nous intéresse tout particulièrement, qui est l'ACTH. Donc simplement, c'est juste pour montrer l'idée un petit peu fonctionnellement, adénohypophyse, post-hypophyse, c'est important d'avoir l'aspect adéno-glande et puis neurohypophyse nerveux, d'accord, centre nerveux. Le système hypothalamo-hypophysaire, donc des neurones sécrétoires, bon, je ne rentre pas dans les détails. Ici, un système porte, je vous l'ai déjà dit, l'adénohypophyse ou antéhypophyse. La neurohypophyse, des noyaux qui se projettent directement, je l'ai déjà dit ça. Alors, juste la petite subtilité, parce que d'où ça vient, ça, post-hypophyse ou adénohypophyse. Donc, c'est ce qu'on appelle la glande pituitaire. Je vous l'ai dit, mais elle est composée donc, de l'adénohypophyse ou hypophyse antérieure, qui est séparée par alors, ce qu'on appelle la pars distalis. Alors, donc, dans l'adénohypophyse, on va retrouver ici la pars distalis, ou une partie intermédiaire qui porte bien son nom, qu'on appelle la pars intermédia, et la neurohypophyse, ou pars nervosa, donc vous voyez qu'ils portent toutes bien leur nom, et puis il y a une autre partie également de l'hypophyse qu'on appelle une partie tubéreuse, qu'on appelle la pars tuberalis. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on voit également que ce sont des tissus bien différenciés ici, et qu'en fait, bon, je vous l'ai déjà dit, oui, alors c'est pas la bonne version de mon diaporama, mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est que finalement, adénohypophyse et post-hypophyse, embryologiquement, ont une origine différente. D'accord? Il faut même voir que, en fait, finalement, ce qui se passe ici, c'est que la post-hypophyse, finalement, fait intrusion dans le tissu de l'adénohypophyse pour former vraiment ces deux parties bien distinctes. Donc, il y a vraiment une origine embryologique différente entre post-hypophyse et adénohypophyse. Alors, pour avoir une vision intégrée tout de suite avant qu'on fasse une petite pause, pour avoir une vision intégrée tout de suite du système, simplement
c'est vraiment le schéma classique qu'on montre dans l'axe du stress, où on a le système nerveux central, ici, la moelle épinière, ici une voie sympathique, nerveuse, et puis une voie hypothalamo-hypophysaire, avec production d'ACTH, qui va arriver donc sur les surrénales. Au niveau ici sympathique, une arrivée ici au niveau de la médulaire, la médulo-surrénale, production d'adrénaline. ACTH, c'est production de glucocorticoïdes. Et puis on voit ici déjà positionné dans ces boucles de régulation le fait que pour les corticoïdes, on va avoir ici une cible qui va dépendre ici de la présence des récepteurs de ces minéralocorticoïdes ou des glucocorticoïdes. Donc on va avoir ici ce qui va conditionner la réponse des organes, et le cerveau en premier, ça va être la présence de ces récepteurs aux minéralocorticoïdes ou glucocorticoïdes. Alors simplement des structures qui sont impliquées dans ce système, et j'y reviendrai plus tard, c'est bien sûr l'hypothalamus et l'hypophyse, mais on voit qu'il y a d'autres structures ici qui sont citées et qui sont en relation, qui sont interconnectées. On va trouver l'hippocampe. Alors l'hippocampe, c'est une structure cérébrale qui est impliquée dans la mémoire. Et dans le stress, on verra qu'il y a des aspects de mémorisation qui interviennent. Il y a surtout l'amygdale. Alors l'amygdale, c'est une structure qui est impliquée dans les émotions, dans la peur. C'est vraiment un organe qui a été très vite décrit comme étant impliqué dans la réaction stéréotypée à la peur. Et puis le conditionnement également. L'amygdale joue un rôle important dans les émotions, dont la peur, et puis les phénomènes de conditionnement. Je vous dirai un petit peu pourquoi c'est important ces phénomènes de conditionnement. Interconnecté aussi avec une région qui s'appelle le locus ceruleus. Donc, point de départ, ici on va retrouver des corps cellulaires de neurones du système sympathique. Autre chose également, c'est les régions corticales, et notamment le cortex préfrontal. Il va falloir analyser un petit peu la réponse, l'information sensorielle et la réponse qu'on va y apporter. Et il y a un traitement donc, par les régions corticales. Et ça, c'est le cortex notamment préfrontal qui va intervenir. Mais je vais en reparler par la suite. Oui, alors cortex préfrontal, il ne faut pas que j'oublie non plus le cortex préfrontal, si je ne vous le dis pas après, c'est important le cortex préfrontal, la prise de décision. D'accord ? Ça, vous devez le savoir parce que les jeunes, c'est ça également qui est important, c'est les fonctions de prise de décision et ce qu'on appelle les fonctions exécutives. D'accord ? L'impulsivité, le jugement des conséquences des actes, la planification, ça passe beaucoup par cette structure du cortex préfrontal, qui malheureusement est mature très tardivement. C'est pour ça que l'impulsivité, c'est une caractéristique des ados, ça c'est important, mais du point de vue neurobiologique, ça mature peut-être. Maintenant, on enseigne très bien ça. Ce sont la structure du cerveau qui va être mature le plus tardivement, vers 25 ans du point de vue neurobiologique. Donc on comprend bien que... Et ça aussi, c'est du point de vue évolutif. L'être humain, les ados, il faut bien leur expliquer ça, c'est qu'on est programmé pour apprendre de nos expériences, et si on veut avoir des expériences, il faut... pas avoir peur finalement de s'engager dans certains comportements, et c'est pour ça que l'impulsivité, la recherche de sensations, c'est quelque chose de caractéristique de l'adolescence, c'est physiologique, c'est normal. D'accord ? C'est pour ça qu'on est très tard chez ses parents, c'est les parents qui nous disent ensuite ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas fait, on doit finalement, c'est les parents qui prennent le relais le temps que le cortex frontal devienne mature à la fin de l'adolescence. Alors, ensuite, autre chose, pendant que j'y pense, qui est très important aussi, c'est ne pas oublier, j'en dirai deux mots, c'est la relation avec notre deuxième cerveau, puisqu'on a également des neurones dans le plexus finalement gastro-intestinal. On a un deuxième cerveau. Tout le monde sait que, j'ai parlé tout à l'heure de fonction gastro-intestinale, mais qu'on parle beaucoup de stress, également d'axe du stress. Bah oui, notre intestin est beaucoup innervé, et donc effectivement, quand il y a des problèmes
d'ordre stress, nerveux, eh bien, notre fonction gastrique est impactée. Mais juste, j'attire votre attention là-dessus, c'est peut-être une dimension à aborder très tôt finalement dans les enseignements, c'est que les molécules produites par le stress vont jouer sur notre intestin et notamment sur notre flore intestinale. Ça va jouer sur la perméabilité de la barrière intestinale, sur les bactéries qui sont dans notre intestin, qui elles-mêmes en retour vont produire des molécules qui peuvent jouer sur notre système immunitaire, sur la barrière intestinale et sur notre cerveau, parce que également ça modifie ici la fonction, enfin la connexion neuronale entre finalement nos intestins et le cerveau. Donc simplement pour vous dire que et l'axe du stress, finalement la réponse au stress se trouve également impliquée dans cette connexion entre l'intestin et le cerveau. Et je vous donnerai 2-3 exemples super frappants. C'est pour ça que j'avais décidé justement de le mettre un petit peu aussi dès la première partie du cours. C'est que c'est vraiment impressionnant, hein. On peut prendre du microbiote d'une souris stressée et le transférer à une souris qui n'est pas stressée et la rendre stressée, et inversement. Donc il y a bien des bactéries qui produisent des choses ou qui ont été modifiées et qui peuvent jouer sur le fonctionnement cérébral et la réponse au stress. Bon, ça on peut l'expliquer très tôt aux élèves. Pourquoi? D'un point de vue éducatif, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on parle beaucoup de prébiotiques et de probiotiques, hein, avant de parler de médicaments, de thérapie cognitive, etc. Il y a l'alimentation et la diversité du microbiote qui joue un rôle important sur la fonction cérébrale et aussi sur la fonction, sur la réponse et sur le rôle de l'axe du stress. D'accord? Donc ça, c'est un petit point, j'y reviendrai. Je regarde juste un petit peu. On avance encore peut-être 5 minutes, comme ça fera une pause à 10 heures. Ça va être l'heure pile. Ah, il est 11 heures, oui. Oui, il est 11 heures, pardon. On va refaire la pause à 11 heures. Je vais continuer un petit peu. Je vais reprendre des caractéristiques essentielles que vous devez connaître quand vous parlez de l'axe du stress. Donc, le CRH. Alors, la corticotropine releasing factor ou hormone. Alors, il y a eu des gros débats. Il y a eu des tensions entre certains chercheurs qui avaient osé appeler CRF, alors que ce n'est pas un facteur, c'est une hormone. Alors, il y a les puristes, hein, oui. Et maintenant, on ne sait plus. Alors, on dit CRH, CRF. Et manque de bol, les récepteurs, on les appelle CRF1, CRF2. Donc vous voyez que voilà, il y a eu de la confusion qui a été créée dès le choix de la terminologie des récepteurs du CRF ou CRH. Alors découverte avec la CTH assez tôt, comme je l'avais dit tout à l'heure, années 80, hein, parce qu'avant c'était le cortisol dont je parlais, qui avait été découvert beaucoup plus tôt. Donc il y a toute une famille de récepteurs, famille du CRH, pardon. Et puis un neuropeptide également, bon, je ne vais pas trop aborder, qui s'appelle l'urocortine. Alors ça a un rôle, on parle du CRH comme quelque chose d'important dans l'axe du stress, mais finalement on s'est un petit peu fourvoyé parce qu'on s'est aperçu plus tard qu'il y a beaucoup de récepteurs un peu partout et ça ne joue pas que dans le stress, on le verra par la suite. Donc il y a un rôle dans l'inflammation, la réponse immunitaire, ça diminue la prise alimentaire, donc c'est pour vous montrer un petit peu les effets pléiotropiques que ça peut avoir, dans l'hypervigilance, l'anxiété, la dépression, l'addiction, le trouble de l'humeur. Donc, système immunitaire, je l'ai dit. Vous voyez que c'est un peu une molécule qui va jouer un rôle clé, puisque c'est elle qui va intervenir dans la libération de l'ACTH, ce CRH, mais c'est aussi un effet. Hein, si je prends du CRH et que je l'injecte en périphérie ou dans le cerveau, je vais avoir des effets, hein, pas que de l'axe du stress, mais qui peuvent jouer un rôle dans toutes les fonctions que j'évoque. Alors, la voie du CRF ou les neurones du CRF, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, communique aussi avec une structure du tronc cérébral qu'on appelle locus ceruleus et qui va réguler le système nerveux sympathique. Alors simplement, ici, on parle de l'axe du stress et ACTH, bon, soit, mais en fait, la présence des récepteurs, elle est un peu ubiquitaire, donc il y en a partout, on en trouve dans le cortex, l'amygdale, toutes les structures que j'ai citées tout à l'heure, hypothalamus aussi, formation réticulée, dans le raphé, où il y a de la sérotonine, et puis l'aire tegmentale ventrale, où il y a beaucoup de dopamine qui est impliquée dans la motivation et les addictions. Juste pour vous dire que voilà, le CRF, ce n'est pas simplement une molécule qui va jouer sur la libération d'ACTH, mais c'est aussi une molécule qui va jouer un rôle dans plein de fonctions. Et d'ailleurs, cette voie,
on essaie de développer des médicaments qui vont contrer les effets du CRF sur des récepteurs du CRF. Par exemple, dans l'addiction, un exemple que je connais bien. Donc, vous voyez qu'on peut imaginer que ces récepteurs soient impliqués aussi dans d'autres fonctions que simplement d'aller libérer de la CTH. Bon, alors simplement, sachez qu'il existe des récepteurs de type 1 et de type 2, les CRF1, les CRF2. Bon, majoritairement, c'est les CRF de type 1 ils ont une très forte affinité, hein, c'est ça qu'il faut dire, pour le CRF. Alors, ça, c'est magique aussi. On a CRF1, CRF2 qui ont un rôle un petit peu antagoniste. Alors, le CRF, pourquoi on l'étudie beaucoup? Parce que quand on s'intéresse à la mémoire liée au stress, on s'intéresse au CRF, et notamment dans l'hippocampe. Donc, vous voyez qu'il y a un rôle également dans la mémoire, dans l'anxiété, parce que le CRF, qui est dans une autre structure qu'on appelle le lit de la strie terminale, va jouer un rôle dans l'anxiété, et puis au niveau sympathique. Donc, vous voyez qu'on a déjà un problème, c'est que quand on étudie le CRF, il y a vraiment des effets multiples. Alors, ça va jouer sur la mémoire, l'anxiété, la réponse sympathique, c'est assez diffus tout ça. Alors, l'ACTH, bon, ce système ACTH est très étudié à l'heure actuelle dans l'axe du stress et surtout dans une autre chose que je n'aborde pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Bien. Alors, quelques questions, professeur Nassila, s'il vous plaît. Allons-y. Alors, dans le désordre, hein, parce qu'il faut que je me retrouve dans le Pramapad. Une personne, un collègue parle de la rénine. Est-ce que la rénine interviendrait dans des régulations liées au stress? Alors, tout dépend à quel niveau on se situe. Je dirais, il y a des adaptations cardiovasculaires. La rénine va jouer un rôle clé dans le système rénine, angiotensine, aldostérone, et donc l'adaptation. Parce que ce qui se passe aussi, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Là, la rénine, par exemple, c'est beaucoup le système cardiovasculaire. Dès qu'on perturbe un système, justement, on essaye de contrer, etc., et tous les autres systèmes s'adaptent. Alors, le rôle de la rénine dans l'axe du stress, pas à ma connaissance, mais si ce n'est en réaction aux adaptations cardiovasculaires. Alors, une autre question. Quelle différence entre ce que vous avez évoqué tout à l'heure, CRH et CRF, quelle différence entre facteurs et hormones? Un facteur, je dirais, n'est pas une hormone, mais une hormone est un facteur. Voilà. L'hormone, c'est une définition bien précise. C'est une molécule qui est produite dans le sang et qui va réagir à distance. Voilà, ça c'est le rôle d'une hormone, ça passe par le compartiment sanguin. Un facteur, non. Et c'est vrai que voilà, mais c'est juste un problème de sémantique, parce qu'aussi on peut identifier une molécule avant même qu'on sache qu'elle ait vraiment un rôle d'hormone. Donc on peut l'appeler facteur si vous voulez. Si elle est identifiée avant qu'on connaisse le fait que des fois, on va identifier les récepteurs, donc on n'a pas vraiment la cascade, et on peut être amené à parler de facteurs. Mais voilà, hormone, c'est une molécule qui circule dans le sang. Un facteur, c'est pas dans la définition, je dirais. Mais là, alors ça a créé de la confusion, mais on parle du CRH ou du CRF de manière interchangeable. Alors, autre question, par quel mécanisme le cortisol provoque-t-il l'affaiblissement du système immunitaire? Alors ça, on va le voir, c'est dans mes prochaines diapositives, donc je vais l'expliquer. Voilà. Ensuite, alors la question est posée de façon un petit peu abrupte. Mise en jeu système nerveux sympathique inconscient, point d'interrogation. Oui, c'est complètement inconscient, c'est implicite. C'est le système nerveux autonome. D'accord, ça c'est super important. Sympathique, parasympathique, c'est le système nerveux autonome, c'est le système nerveux végétatif. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ce qui maintient en fonction nos fonctions végétatives, les viscères notamment, différents organes. Ça fonctionne sans raisonnement, voilà, c'est automatique, implicite, sans qu'on ait besoin d'intégrer quoi que ce soit. Fonction cardiovasculaire, la fonction respiratoire, je ne pense pas à respirer, c'est automatique. D'accord. Et autre question de Martin, a priori.
concernant les variations de dioxygène qui sont liées à la régulation du stress, est-ce que finalement, de façon dans la recherche humaine ou animale, on pourrait mesurer ces variations par voltage? Bon, ça c'est une question